Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux pratiques pédagogiques qui favorisent les progrès des élèves grâce à des gestes professionnels plus efficaces. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons exploré les principes généraux du carnet de progrès, c'est-à-dire l'utilisation d'un outil qui permet dans un premier temps, de rendre lisibles les attendus du professeur vis-à-vis des compétences travaillées et des tâches proposées aux élèves en classe. Ensuite, de rendre visibles les progrès des élèves dans leurs apprentissages par rapport aux objectifs visés. Et enfin, de rendre les élèves acteurs de leur progression en identifiant avec eux clairement des pistes pour progresser. Je suis Isabelle Digard et aujourd'hui, avec l'équipe du podcast, nous vous proposons de passer à la pratique, d'aller au cœur de la classe grâce au témoignage d'une enseignante de lycée, Elisa Casnille, qui utilise le carnet de progrès depuis plusieurs années. Elle va nous partager son expérience, ses réussites, peut-être quelques difficultés à surmonter et surtout nous apporter quelques conseils pour se lancer. Alors, merci beaucoup, Elisa, d'avoir accepté cette invitation. Et je vais me permettre de te tutoyer puisque nous travaillons ensemble dans le groupe éducation et sciences cognitives de l'Académie de Versailles. Et dans un premier temps, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc je suis Elisa Casny, j'enseigne les SVT en lycée à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, depuis maintenant 9 ans. Je suis également formatrice dans le groupe éducation et sciences cognitives et également aussi dans le groupe enseignement explicite de l'Académie de Versailles. Et donc, première question, évidemment que nous avons envie de te poser, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cet outil pédagogique, à mettre en place un carnet de progrès auprès de tes élèves? Le point de départ, ça a été finalement le remplissage des bulletins, notamment pour les classes que je voyais peu dans la semaine, comme les classes de seconde qu'on voit qu'1 heure et demie par semaine en SVT. Et pour les terminales que je voyais davantage dans la semaine, le constat, c'était plutôt que je ne savais pas concrètement comment m'y prendre pour les faire progresser dans la résolution des exercices type bac, qui sont finalement des exercices qui mélangent plusieurs compétences. Restituer des connaissances, les argumenter, les présenter selon un plan, les schématiser, tout ça, c'est très complexe et j'arrivais pas forcément à leur donner des conseils très ciblés. Et puis, il y a quelques années, du coup, j'ai suivi la formation enseignée avec les sciences cognitives en SVT avec Frédéric Guilleret. Et là, j'ai découvert ce que c'était que le carnet de progrès. Et j'ai identifié cet outil un peu comme une solution potentielle aux difficultés que je viens d'évoquer. D'accord. Et donc, alors finalement, comment est-ce que tu as mis en place ou comment est-ce que tu mets en place concrètement ce carnet? À quoi est-ce qu'il ressemble? Quel est son format? Comment tu as choisi les éléments à travailler avec tes élèves? Comment tu t'y es prise concrètement pour construire ce carnet? Alors, il a beaucoup évolué dans le temps, mais en fait, pour l'instant, je suis restée sur une version qui est exclusivement en papier, même si depuis l'année dernière, j'ajoute des enregistrements vocaux pour mes corrections d'évaluation. Donc, peut-être qu'à terme, ce carnet de progrès évoluera vers quelque chose de plus numérique, mais pour l'instant, j'en suis vraiment qu'à la version papier. Alors vraiment, j'utilise des carnets de progrès très différents entre la seconde et la terminale SP. C'est les 2 classes où je l'utilise. Donc, en seconde, finalement, ça ressemble à c'est une grande fiche, c'est une grande feuille, en format A3 que je replie sous la forme d'un livret. Sur la première page, il y a, des conseils de révision où je leur remets quels sont les outils pour se tester, comment organiser leur révision étalé plusieurs jours avant la date de l'évaluation. Et puis après, j'ai un espace pour chaque évaluation dans la suite du carnet. Et pour chaque évaluation, j'ai découpé ça en 3 parties qui correspondent aux parties des contrôles, donc les questions mémo, les paragraphes de connaissances et la partie raisonnement à partir des documents. Et pour les élèves, il y a un espace d'auto-évaluation, un espace pour écrire. Quand ils ont fini leur auto-évaluation, je leur demande eux-mêmes de verbaliser comment faire mieux la prochaine fois.
Et puis, il y a un espace pour moi, pour répondre à ce qu'ils ont écrit, pour rajouter des commentaires, pour rajouter des conseils. Et en terminale, c'est un peu plus volumineux parce que ils ont une feuille A4 par type d'évaluation. Donc nous, en SVT, on a deux types d'exercices, les types 1 et les types 2. Donc j'ai différencié les pages qui correspondent à ces exercices-là. Je suis partie des curseurs qu'on utilise pour noter au bac, mais en les transformant dans un langage élève, parce qu'en fait, ces curseurs, ils sont certificatifs, ils ne sont pas adaptés à une utilisation par les élèves. Et j'ai découpé les différentes compétences en paliers de différents niveaux de maîtrise. Et voilà, donc les élèves, ils ont ça à l'intérieur de leur carnet. Et suite à la lecture du corrigé, après le contrôle, ils s'auto-évaluent dessus. Et moi, je leur remets des commentaires par rapport à leur auto-évaluation. Donc pour l'instant, j'ai plutôt une utilisation à la suite des évaluations. Sommative. Voilà, sommative. Et puis alors, avec les élèves de terminale, on fait toujours un premier essai de type bac en début d'année en formatif. Et on prend ce carnet, comme ça nous permet aussi de voir comment on l'utilise et de concrètement l'utiliser dès le premier jet de type 1 ou de type 2, même si ce n'est pas du sommatif. On peut l'utiliser en formatif également. Voilà, ça c'est important effectivement de le préciser, que le carnet de progrès, que les évaluations sommatives, bien sûr, peuvent donner des indications sur les pistes pour pouvoir envisager la prochaine évaluation, mais ça veut dire qu'entre deux évaluations, l'élève peut revenir sur ce qu'il a fait et se réapproprier, se re-questionner par rapport à ce qu'il a fait et à l'aide donc de ce carnet de progrès, si je comprends bien aussi la façon dont tu peux l'utiliser avec les élèves. Et donc, justement, quelles ont été la première fois que tu as utilisé ce type d'outil avec les élèves? Comment est-ce que tu as présenté les choses? Est-ce qu'ils ont pu être surpris? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec eux? Quelles ont été leurs réactions? Au début, ça n'a pas été très positif parce que quand ils ont vu arriver cette fiche en seconde ou surtout ce gros carnet là, plus en terminale, ils ont trouvé ça au départ très lourd à gérer. Le document peut faire un petit peu peur, mais en fait, il faut prendre le temps de les former à comment on l'utilise. Donc, ce que je disais là sur la première utilisation en terminale, c'est finalement un moyen de se l'approprier petit à petit avec un accompagnement du professeur. C'est clair qu'on ne peut pas leur lancer un outil comme ça et leur demander de se l'approprier tout seul. Je leur ai montré aussi que finalement, dans tout ce qui cochait, pour s'auto-évaluer et moi, les réponses que je pouvais leur donner, c'était une source de plein de conseils méthodologiques. Et puis, ce qui a aidé aussi au fur et à mesure des années, c'est qu'au sein de mon équipe au lycée, j'avais proposé une réflexion en équipe sur ça. Et j'ai plusieurs de mes collègues qui se sont mis à l'utiliser. Alors, on a chacun notre version, mais l'idée est la même. L'idée, c'est de présenter aux élèves ce qu'on attend d'eux finalement quand on travaille telle ou telle compétence et de leur montrer comment passer d'un niveau à un autre. Et voilà. Et les élèves, je leur ai montré aussi que c'était un moyen pour eux, même si au départ ça pouvait faire peur, je leur ai montré qu'on pouvait s'auto-évaluer dans un niveau qui était peut-être faible au départ et qu'il fallait se fixer un objectif qui était atteignable. Comment je passe au niveau supérieur? Je ne vise pas forcément le niveau maximal dès le début, je me fixe un objectif qui est atteignable pour que justement ça soit source de motivation et que l'élève prenne conscience qu'il va progresser petit à petit et palier par palier. Ouais, tout à fait. Et donc, j'imagine que dans les conseils que tu donnes aussi aux élèves pour pouvoir atteindre ce nouveau palier, c'est évidemment des stratégies, des outils méthodologiques, des éléments sur lesquels tu as travaillé avec eux en formatif, dans certaines activités ou avec les conseils dont tu parlais au début du carnet. C'est ça, je leur fais toujours référence voilà, à des petits conseils déjà évoqués avec eux. Il n'y a rien de nouveau dans ce carnet. C'est des choses que soit je vais expliquer oralement, soit j'aurais mis dans toutes les aides pour les révisions.
C'est aussi intéressant parce que ton témoignage, donc là, toi, tu travailles avec eux au lycée, et on dit souvent, hein, on peut être amené souvent à dire que finalement, arrivé au lycée, les élèves doivent être autonomes et que finalement, cet étayage-là, est-ce qu'il n'est pas un peu trop important pour nos élèves de lycée? Quel est ton regard, toi, par rapport à ça et comment peut-être l'utilisation de ce carnet de progrès a pu aider tes élèves de lycée? Ah non, au lycée, je pense ils ont encore besoin de tous ces outils d'objectivation parce que finalement, progresser selon ce qu'on va leur demander, ça passe pas par les mêmes conseils et par les mêmes étapes. Alors peut-être que par rapport à des profs de collège, je vais pas refaire des compétences type, je sais pas, tracer les graphiques ou utiliser le microscope, comme avec des élèves de sixième, par exemple. Mais en fait, je pourrais hein, quand même le réutiliser pour certains élèves. Je vais cibler sur des compétences qui sont propres, par exemple, à l'exercice du bac de terminale, ou en seconde, ils ont encore besoin largement d'être accompagnés, et c'est pas un outil qui est désuet au lycée. Vraiment pas. Alors, tu disais que l'outil, tu l'avais fait un peu évoluer. Comment est-ce que tu l'as rendu finalement plus opérationnel? Mais au départ, j'avais pas d'espace pour que les élèves eux-mêmes indiquent comment passer au niveau supérieur. J'avais pas cet aspect un peu méta là que je leur demandais juste de s'auto-évaluer dans la tâche et moi je leur donnais un conseil pour progresser. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai ajouté, plus récemment dans mon carnet de progrès parce que finalement, avec tous les conseils qui sont donnés autour, je voulais qu'eux-mêmes trouvent le conseil approprié pour progresser dans telle ou telle compétence. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté avec le temps. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'ai pas mal simplifié la manière dont je tourne les phrases. Déjà, je m'adresse à la place de l'élève. J'ai fait ceci ou j'ai donné tant d'arguments, par exemple, dans un exercice type 1 de bac. Et Mm, ça, l'élève se sent vraiment concerné par ce qu'il a fait. Donc mm, ça, c'est aussi la manière dont j'ai tourné mes phrases qui a évolué. Et de plus en plus, je l'ai rendu accessible langage élève, si on peut mm. dire ça comme ça. Parce que finalement, si l'élève nous demande tout le temps, ah bah ça veut dire quoi pertinent? J'ai donné des informations pertinentes issues des documents. Bah, Mm. des informations qui sont utiles pour répondre à la question qu'on me pose. Et finalement, il y a pas mal de mots comme ça que nous, on utilise très facilement dans notre langage prof, que j'ai dû reformuler pour que les élèves se les approprient. Et donc ça, c'est important, c'est que ce carnet de progrès, c'est bien à la fois un outil pour aider l'élève à repérer là où il en est de ses apprentissages et ce qu'il doit faire pour progresser, mais il faut que ce soit un outil élève et pas l'outil d'évaluation prof, hein. On est bien d'accord là-dessus. Puisque tu disais ton point de départ, ça a été peut-être les bulletins. Est-ce que tu te sers de cet outil-là pour aider les élèves justement à dialoguer aussi avec les parents ou en tant que professeur principal ou en tant que professeur tout simplement qui doit échanger avec les parents? Est-ce que c'est un outil que tu utilises dans ce contexte-là, dans un échange avec les familles? Oui, complètement. En fait, bah, déjà, je le récupère avant chaque conseil de classe, avant la période de remplissage des bulletins. Donc, mon problème que j'avais évoqué au départ, bah, il est résolu, c'est-à-dire que j'arrive à donner des conseils ciblés aux élèves en fonction de là où ça pêche dans ma matière. Et je garde aussi ces carnets de progrès pour la période des rencontres parents-prof qui arrivent là, en général au mois de décembre. C'est aussi un outil pour moi pour montrer aux parents, bah, vous voyez là, votre enfant, c'est dans telle compétence qu'il doit progresser. Si je prends la partie en seconde sur les tests mémo, je commence toujours mes contrôles par des petites questions mémo. Eh bien, si j'ai des élèves qui régulièrement n'ont pas des notes satisfaisantes dans cet endroit-là, bah, je vais pouvoir leur dire, vous voyez, ce qui manque, c'est l'apprentissage régulier des connaissances. Et donc là, pour progresser, je présente les outils qu'on a à disposition dans notre établissement pour les aider à se tester, par exemple. Si c'est une autre compétence, bah, je vais pouvoir l'utiliser et je le montre concrètement aux parents pendant la réunion parents-prof. Après, au sein du lycée, on a développé, enfin, on a mis en place un Learning Lab. On a commencé par former les parents plutôt sur les méthodes efficaces de révision pour qu'ils donnent des conseils de révision efficaces, par exemple, aller dire à leurs enfants de se tester plutôt que d'aller relire leurs cours.
mais on envisage de faire une deuxième réunion dans le courant de l'année où on pourrait un peu leur expliquer les principes de la métacognition et l'intérêt des carnets de progrès parce que on est plusieurs collègues à les utiliser au sein de l'établissement. Donc là, ça sort de l'équipe de SVT, ça commence même à se mettre en place dans plusieurs disciplines au sein de mon établissement. Alors ça, c'est intéressant, effectivement, quand on arrive en équipe, déjà en équipe disciplinaire, mais aussi à l'échelle d'un établissement, de pouvoir avoir des outils communs qui permettent justement d'éclairer les apprentissages des élèves et de réfléchir en commun justement sur la façon dont on peut les faire progresser. Tu viens de parler de métacognition, de Learning Lab, hein. On rappelle à nos auditeurs qu'il y a des épisodes précédents qui aborde ces questions-là et on remettra dans le petit commentaire associé à cet épisode eh bien, les numéros des épisodes qui renvoient par exemple au dispositif des Learning Labs ou au moment où on a pu évoquer la métacognition. Merci Elisa de rappeler ces éléments-là, c'est important. De rien. Et, et si tu avais un exemple très précis, une situation très concrète, par exemple, d'un élève à qui l'utilisation de ce carnet de progrès a été très bénéfique, est-ce qu'il te vient un exemple en tête? Alors, surtout en seconde, en fait, cet outil, il me permet de voir si je coche les mêmes conseils ou si je dis la même chose plusieurs fois de suite dans une évaluation à un élève. Et j'ai des élèves à qui ça m'a permis de mettre des espèces de petits objectifs à atteindre en leur disant, bah voilà, tu vois, la partie mémo, c'est la partie pour moi sur laquelle ils doivent vraiment être acteurs de l'apprentissage régulier de leurs cours. Et ça m'a permis de leur dire, bah voilà, l'objectif, c'est maintenant, je viens de t'écrire 3 fois de suite dans ton carnet de progrès que les questions mémo, elles ne sont pas assez travaillées. Eh bien, je te mets au défi la prochaine fois d'arriver à avoir tant de points sur la partie mémo. Donc ça peut donner aussi des petits objectifs à atteindre qui sont chiffrables, qui sont atteignables et de susciter un petit peu plus de motivation de la part des élèves en leur disant bah là c'est au prochain contrôle vraiment que je veux que tu aies progressé sur cet axe-là. Ça a été bénéfique, c'est vraiment bah, quand l'élève a vraiment fait l'effort de le voir me dire ça y est, j'ai réussi à atteindre le palier voulu pour bah, par exemple les Mm, questions mémo. Ou en mm, terminale, les élèves qui ont encore du mal à argumenter leurs connaissances, c'est un truc mm, qui prend du temps à les former là-dessus. Et pareil, mm, des élèves qui étaient hyper contents à la fin de cocher le fait qu'ils avaient réussi à mettre un argument par mm. grande partie. Voilà, donc ça, c'est des petites réussites qui font plaisir à voir. Et qui sont importantes pour la motivation et maintenir là, évidemment la motivation des élèves. Alors, pour peut-être finir, quels conseils tu pourrais donner à des collègues qui souhaiteraient mettre en place un carnet de progrès, qui souhaiteraient se lancer dans ce type de projet? Alors, je crois que ça peut s'appliquer à plusieurs outils qu'on tente de mettre en place. Je pense qu'il faut se fixer des petits objectifs. Au départ, on va peut-être commencer petit. Moi, ma première fiche, c'était une fiche en seconde et elle n'était pas parfaite, mais voilà, elle avait le mérite d'exister. Et c'est toujours mieux que de ne rien tenter. Donc, je pense que le conseil principal, et ça vaut pour d'autres outils pédagogiques, c'est de se fixer un objectif atteignable où on se dit qu'on va vraiment concrètement pouvoir l'utiliser à chaque fois qu'on travaille la compétence, à chaque fois qu'on fait une évaluation, pour que l'outil soit concrètement intéressant. Et puis aussi, un autre conseil, c'est ne pas avoir peur de tester quelque chose. Peut-être que ça ne fonctionnera pas la première année, et peut-être qu'en fait, ça va nous donner plein d'idées pour savoir comment l'améliorer l'année suivante. Un autre conseil aussi, c'est d'essayer de voir si on a des collègues partants, de peut-être faire ça en équipe, ou même si l'autre collègue ne veut pas forcément tenter, est-ce qu'il pourrait avoir une relecture de cet outil? Parce que ça peut aussi nous ouvrir des éléments auxquels on n'avait pas pensé, des choses qu'on n'avait pas anticipées. Peut-être un élément, si je peux me permettre de rajouter, c'est les choix. Hein, tu en as parlé aussi un petit peu, des compétences que l'on va travailler. Au départ, on va peut-être pas voilà, travailler sur tout un tas de compétences. Ça peut être une, deux, trois compétences qu'on aura vraiment choisi de travailler pour envisager un projet de progrès. C'est ça, choisir une compétence qu'on sait où on va pouvoir la réutiliser plusieurs fois dans l'année pour que ça soit pertinent. Eh bien,
En tout cas, merci Elisa, merci beaucoup pour ce témoignage passionnant, très concret. On retient donc que le carnet de progrès, c'est un outil évolutif. C'est un outil très puissant pour aider les élèves à se repérer dans leurs apprentissages, à mieux comprendre les attendus et puis à mieux identifier les pistes qui leur permettent de progresser et donc de les aider à devenir des apprenants un peu plus autonomes. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.